Vous m'entendez bien? Donc, bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'attachement. Comme on l'a présenté juste avant, donc j'aimerais vous parler de c'est quoi l'attachement, comment il se développe, pourquoi il est important dans le développement de l'enfant puis de la personne tout au long de sa vie, puis comment on peut faire comment on utilise les connaissances qu'on a développées sur l'attachement pour intervenir auprès des familles qui sont vulnérables, en difficulté, pour favoriser finalement le développement ou le plein développement de l'enfant. Donc, sans plus tarder, j'ai préparé des petites diapos pour illustrer mon propos. Donc, l'attachement, c'est quoi? L'attachement, c'est la capacité de l'enfant à recourir à sa figure de soin pour répondre à ses besoins. Alors, ce qui est merveilleux dans le développement de l'être humain, c'est que l'attachement, ça fait partie, c'est une prédisposition naturelle de l'enfant. Il va naître avec cette capacité-là à aller rechercher sa figure de soin, rechercher sa proximité, maintenir son contact physique pour répondre à ses besoins. Alors, quand l'enfant vit un inconfort, il y a un malaise, une détresse, il a peur, donc il va spontanément, tout naturellement, aller chercher sa figure de soin à partir d'un système de comportement inné qu'on appelle le système d'attachement. Ces comportements-là, à quoi ils ressemblent? Bien, ça peut être rechercher le parent du regard, lever les bras vers le parent. Évidemment, ces comportements-là vont être plus sophistiqués au fur et à mesure que l'enfant grandit, pendant surtout sa première année de vie. Mais déjà, rapidement, après quelques semaines, là, il est capable de rechercher, comme je vous disais, le parent du regard, va éventuellement se déplacer pour aller vers le parent. Tous ces petits comportements-là qui peuvent paraître assez banals, mais c'est des stratégies pour l'enfant pour se réguler. Alors, il a besoin de son parent pour assurer sa survie d'abord, parce que tout petit être humain n'est pas en mesure d'assurer sa survie seul. Donc, c'est quand même assez fascinant, mais il a tout ce qu'il faut pour assurer sa survie. Il a juste à aller vers son parent, puis il va réussir. Le parent répond à son besoin. Si le parent répond avec sensibilité, là l'enfant va se sentir apaisé, réconforté, puis il va pouvoir se dire, en langage d'enfant, il va pouvoir se dire « Mon besoin est comblé, ça fonctionne, je vais vers mon parent, je me sens apaisé, je suis en mesure de déployer des stratégies qui me permettent d'apaiser ma détresse et de me calmer. Et quand je suis calme, ça c'est mon enfant en détresse, et quand il est calme, l'enfant peut à nouveau être disponible à son environnement. Être disponible à son environnement, c'est important parce que ça veut dire que le système d'attachement de l'enfant est désactivé. Donc, il va être disponible pour explorer son environnement, il va être disponible pour faire des apprentissages. Donc, quand son besoin est comblé, il va être capable d'aller profiter, de faire des apprentissages, des découvertes, puis même éventuellement explorer ses émotions, ses opinions, ses pensées. Avec le temps, l'enfant va se développer une représentation mentale de sa relation d'attachement. Et cette représentation mentale-là va lui permettre à l'enfant, au fil du temps, au fil des ans, d'avoir une influence sur sa façon dont il va agir avec les autres. Si je vais vers mon parent, il répond à mon besoin, je me sens comme une personne qui mérite de recevoir une réponse parentale qui est réconfortante. Je suis une personne importante pour mon parent. Donc, ça a une influence importante pour l'estime de soi qui se développe, une influence importante pour la régulation des émotions, comme je vous ai dit un peu plus tôt. L'attachement, c'est finalement une relation c'est comme les fondations d'une maison. Ça permet de bien installer les choses sur lesquelles on va construire par la suite le développement de l'enfant. Les études ont montré que les enfants qui développent un attachement sécurisant avec leurs parents sont plus compétents sur le plan social, sont plus compétents, ont moins de problèmes de comportement, extériorisés, intériorisés, ont une meilleure régulation physiologique aussi, vont avoir une meilleure estime de soi, comme je vous l'ai dit, une meilleure compréhension des émotions. Bref, leur développement social, affectif et cognitif va mieux que les enfants qui développent un attachement insécurisant.
Qu'est-ce que ça prend comme réponse parentale pour développer la sécurité? Parce que l'enfant, tout naturellement, comme je vous ai dit, se dirige vers son parent quand il a un besoin. Mais la réponse parentale doit correspondre, le parent doit répondre à ce besoin-là de façon suffisamment réconfortante pour que l'enfant se sente apaisé et puisse explorer par la suite. Donc, le parent qui est sensible aux besoins de l'enfant, c'est-à-dire qui va reconnaître les besoins de son enfant, il va être capable de bien interpréter ses signaux de détresse et répondre avec chaleur, prévisibilité, constance, va être en mesure d'être sensible aux besoins de l'enfant et bien apaiser l'enfant lorsqu'il a le besoin. Et là, l'enfant pourra ensuite aller explorer. Donc, l'attachement, au final, c'est la capacité, c'est une stratégie. C'est une stratégie pour l'enfant de se réguler et l'enfant qui est en mesure de se servir, disons, de son parent comme un havre de sécurité pour s'apaiser et une fois apaisé, comme une base de sécurité pour explorer, bien, l'enfant qui est bien capable de naviguer entre ces deux pôles-là va être en mesure de développer un attachement qu'on dit sécurisant. Il va transporter ça avec lui tout au long de sa vie, tout au long de son développement, comme je vous disais. Mais les réponses parentales ne sont pas toujours sensibles aux besoins des enfants. Certains parents vont avoir de la difficulté à reconnaître la détresse. C'est difficile pour eux de tolérer la détresse de leur enfant. Alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, comme tout bon petit être humain, il va s'adapter. Parce qu'il a besoin, lui, de ce parent-là pour assurer sa survie, pour se réguler et se développer relativement sainement. Donc, il va s'adapter aux réponses parentales qu'il reçoit. Si le parent a de la difficulté à reconnaître la détresse, l'enfant va être davantage porté à minimiser ses besoins d'attachement. Il va moins les exprimer, faire un peu comme si de rien n'était parce que ça déstabilise trop le parent. À l'opposé, un parent pourrait reconnaître la détresse, mais parfois répondre de façon sensible, d'autres fois répondre de façon insensible. Donc, l'enfant, c'est pas prévisible, là, les soins qu'il reçoit, et le doute s'installe, les inquiétudes s'installent. Donc, sa stratégie à lui, ça va être d'amplifier sa détresse. Si je reste près de mon parent, j'aurai pas de problème. C'est pas optimal parce que parfois, il est insensible. Mais au final, il va finir par répondre à mes besoins, mais ce n'est pas toujours au bon moment, ça me met en colère, mais bon, ça m'organise quand même. OK? Ces enfants-là vont développer ce qu'on appelle un attachement dit insécurisant. Mais, rappelez-vous, ils sont capables quand même de s'organiser. Ils s'adaptent et s'organisent. Mais il y a un autre type il y a certains enfants qui, eux, vont avoir beaucoup de difficultés à s'adapter. Ils vont présenter ils vont être dans des situations de détresse comme tout autre enfant, mais lorsqu'ils vont vouloir approcher le parent, c'est comme si le parent va être à la fois la source de réconfort potentiel de l'enfant, donc je m'approche de mon parent, mais soudainement aussi représenter la source même de détresse pour laquelle l'enfant est en détresse. Donc, paradoxe, l'enfant est coincé dans ce paradoxe où à la fois la personne qui peut s'occuper de lui représente aussi la personne qui est elle-même la source de sa détresse. Donc, coincé, l'enfant se désorganise. Et c'est ça la désorganisation du système d'attachement. L'hypothèse qu'on fait dans le domaine de l'attachement, c'est que ces enfants-là ont peur de leurs parents. Sont exposés à des parents qui peuvent être effrayants à leur égard ou eux-mêmes dysrégulés ou effrayés devant l'enfant. Ça crée une désorganisation du système d'attachement parce que l'enfant est coincé. Il ne peut pas développer de stratégie pour réguler ses émotions. Le meilleur exemple avec lequel on peut illustrer la désorganisation de l'attachement, c'est la maltraitance. Donc, en contexte de maltraitance, le parent est l'exemple, disons, parfait, si on veut, d'un parent qui peut être effrayant ou lui-même effrayé devant l'enfant, et c'est ce qui va favoriser malheureusement l'attachement désorganisé chez l'enfant. Les études ont montré que
dans la population générale. Il y a une récente méta-analyse sur environ 20 000 enfants et parents. Et ce qu'on voit, c'est qu'environ 51% des enfants sont en mesure de développer un attachement sécurisant à leurs parents. Ce qui est une bonne nouvelle, OK? Mais quand on regarde chez les populations vulnérables d'enfants victimes de maltraitance, bien, cette statistique-là, le pourcentage d'enfants avec un attachement désorganisé s'élève à environ 64%. Donc, c'est gros. Le taux est assez élevé. Puis on voit aussi que la maltraitance, c'est un facteur de risque pour le développement de la désorganisation, mais il y en a d'autres facteurs de risque. Le parent peut ne pas être maltraitant, abusif ou négligent envers son enfant, mais être dans des conditions vivre associées à de multiples facteurs de risque comme mère adolescente, peu d'éducation, revenus faibles. Bon, en soi, ces facteurs-là ne sont pas des facteurs de risque majeurs pour la désorganisation, mais quand ils s'accumulent, quand on voit une accumulation de ces facteurs de risque-là, le risque de développer un attachement insécurisant, désorganisé, augmente. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que l'attachement, il y a une transmission intergénérationnelle de l'attachement. La relation que je développe à mon parent, bien, il y a de fortes chances que mon parent ait lui-même vécu des expériences similaires avec son propre parent qui lui a permis de développer une représentation mentale de cette relation-là qui est aussi sécurisante. Donc, la sécurité se transmet de génération en génération et l'insécurité aussi. En fait, c'est pas 1 égale mon parent était sécure, j'aurai un enfant sécure, mais ça augmente la probabilité. C'est vrai aussi pour la désorganisation. C'est vrai aussi pour la maltraitance. Il y a de la transmission intergénérationnelle de la maltraitance. Tous les parents qui ont été victimes ne vont pas nécessairement victimiser leurs enfants, mais dans les études qu'on a menées, on montre que ces parents-là sont 2,5 fois plus à risque de victimiser leurs enfants, d'abuser ou de les mettre dans des contextes plus à risque d'abus ou de les négliger. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour briser le cycle de la maltraitance, pour briser le cycle de la désorganisation? On a développé une intervention qui s'appelle l'intervention relationnelle. Ça fait bientôt 20 ans que cette intervention-là existe. On l'a développée sur la base d'autres interventions similaires qui existaient déjà dans le domaine. Et puis au Québec, bien, avec d'autres chercheurs, collègues, et en partenariat avec certains CIUS, on a développé cette intervention qu'on appelle l'intervention relationnelle, en anglais « Attachment Video Feedback ». Intervention relationnelle parce que, vidéo feedback, on utilise la rétroaction vidéo pour intervenir auprès de la famille. Qu'est-ce que l'intervention relationnelle comme telle? Donc, dans le domaine de l'attachement, on est vraiment devenus des experts de l'observation. OK? Puis on a vraiment voulu transmettre ou utiliser ce savoir-là pour faire profiter les familles de nos connaissances, et on trouve que la rétroaction vidéo, mais c'est en particulier un bon moyen pour permettre aux parents de mieux décoder ces fameux signaux d'attachement de l'enfant. Parce que vous comprendrez que l'enfant qui est sécure va émettre des signaux relativement clairs de ses besoins. Mais si j'ai un attachement insécurisant, bien, j'ai appris à minimiser mes besoins d'attachement ou d'exploration. J'ai appris à être coincé, à me désorganiser, à avoir peur. Mes signaux d'attachement ne sont pas clairs. Et mon parent, bien, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour être équipé pour bien comprendre les signaux d'attachement de l'enfant. Donc, avec l'intervention relationnelle, on va filmer dans les familles. On demande aux parents d'interagir en interaction de jeu avec son enfant pendant
5-10 minutes selon l'âge de l'enfant. On donne une consigne aux parents et on va essentiellement focusser sur les forces de ce parent-là. Et c'est ce qui fait que l'intervention relationnelle est si puissante, je dirais, c'est qu'elle est vraiment centrée sur les forces du parent et elle utilise la vidéo pour qu'il devienne témoin de ses bons comportements, de sa sensibilité. Tous les parents possèdent un répertoire de comportements sensibles, même les parents les plus vulnérables et en grande difficulté. À nous, intervenants, d'identifier ces comportements-là. Oui, c'est vrai, ça peut être difficile au début, mais au fur et à mesure qu'on identifie ces comportements-là, on les souligne aux parents et le parent peut ensuite construire de nouveaux comportements à partir de nos consignes. On peut orienter son comportement pour qu'il puisse développer de nouveaux comportements sensibles et finalement développer une relation qui va être sécurisante pour l'enfant puis assurer le plein développement de l'enfant. Je vais vous donner un exemple. L'intervenant peut dire, lorsqu'il voit la vidéo, « Regarde ici, maman, tu as déposé ta main sur l'épaule de ton enfant. Regarde comment ça l'a calmé. » Là, il a été capable de poursuivre son jeu puis de le compléter. Mais parce que toi, tu as perçu qu'il avait ce besoin-là, qu'il était en train de s'éparpiller, qu'il avait de la difficulté, tu as déposé ta main sur son épaule, un toucher physique, ça l'a calmé. Bravo, maman, ça, là, ça me permet de comprendre. Tu as compris le besoin de ton enfant. Puis ça, c'est important pour lui, pour son estime de soi dans son développement. Puis on continue comme ça dans l'intervention relationnelle. L'intervention relationnelle, c'est 8 rencontres d'environ 90 minutes. Et puis pour administrer l'intervention relationnelle, on va former les intervenants à cet outil-là. Puis notre objectif, c'est vraiment de développer avec eux leur lunette attachement. Donc, c'est mon expression que je leur dis souvent. On veut favoriser le développement des habiletés d'observation de l'intervenant. Parce qu'on se dit, si lui, là, il est capable, cet intervenant-là, de bien reconnaître les signaux de détresse des enfants, de bien les interpréter, puis de comprendre ce qu'est une réponse sensible, chaleureuse, prévisible, bien, il va être en mesure d'aider le parent à lui reconnaître aussi ces aspects-là chez l'enfant. Donc, ce qu'on veut, c'est nous favoriser comme intervenants, qu'on veut que le parent devienne une base de sécurité pour l'enfant, mais finalement, nous aussi, comme intervenants, pour y arriver, on doit devenir des bases de sécurité pour le parent auprès duquel on intervient, parce qu'on pense que c'est à partir de la relation, développer une relation sécurisante entre l'enfant et le parent, c'est ça qui permet au développement de l'enfant à l'enfant de se mobiliser puis de se développer sainement. Donc, de développer, nous, comme intervenants, une relation sécurisante où on est une base de sécurité avec le parent pour l'aider à explorer des enjeux qui sont difficiles avec son enfant, mais ça va aider le parent à se mobiliser, à explorer des aspects qui sont difficiles puis à changer pour son enfant. Donc, formation des intervenants est donc très importante pour développer les habiletés d'observation, mais aussi pour les conscientiser à l'idée de devenir eux aussi des bases de sécurité pour le parent. On a mis sur pied une communauté de pratique sur l'attachement et l'intervention relationnelle. Une fois que les intervenants sont formés à notre formation sur l'intervention relationnelle, bien, on ne les laisse pas comme ça dans le vide. On veut les soutenir. Ce n'est pas parce qu'on apprend un nouvel outil qu'on est capable tout de suite de l'administrer. Puis intervenir auprès de familles qui sont vulnérables, en difficulté, dont la majorité ont vécu des expériences traumatiques dans leur enfance, c'est pas facile. On peut être des intervenants très sensibles, mais les expériences traumatiques des autres, ça vient facilement nous happer comme intervenants et puis
c'est important pour les intervenants de se retrouver en contexte où ils peuvent recevoir du soutien. Non seulement ça permet de s'approprier davantage l'intervention relationnelle, mais ça crée un groupe de soutien pour bien administrer aussi l'intervention. En ce moment, j'ai 3 projets que je réalise en collaboration avec différentes personnes du CIUS, de l'IUJD, avec d'autres CIUS aussi, d'autres personnes. J'aimerais vous en parler brièvement parce que l'intervention relationnelle, on voit qu'elle est efficace pour améliorer la relation parent-enfant, la sécurité d'attachement de l'enfant. Elle permet d'améliorer la sensibilité parentale. Plusieurs études réalisées au Québec, réalisées dans d'autres pays comme la France, comme l'Espagne, montrent l'efficacité de l'intervention relationnelle. Les enfants vont, par exemple, présenter moins de problèmes de comportement extériorisés et intériorisés, moins d'attachement désorganisé. On a vu aussi qu'il y avait moins de chaos familial dans la famille, donc meilleure organisation de la relation, mais aussi dans la famille. Donc, ça va bien. L'intervention, elle est efficace. Mais on veut aller plus loin. On a aussi montré que l'intervention relationnelle est efficace avec plusieurs types de populations. Enfants victimes de maltraitance avec leurs parents biologiques, enfants avec leurs parents d'accueil, leurs parents adoptifs à l'international, parents avec des enfants autistes. Donc, l'intervention relationnelle peut s'appliquer auprès de diverses populations, peu importe où on part, à quel niveau de sensibilité le parent est, il peut s'améliorer et favoriser la relation avec son enfant. Notre projet, le projet Girafe, vise à poursuivre les études pour évaluer l'efficacité de l'intervention. On veut d'abord répliquer les résultats, mais on veut aller plus loin. On veut mieux saisir comment les caractéristiques de l'enfant, du parent, mais aussi de l'intervenant, du processus d'intervention, comment toutes ces caractéristiques-là de ceux qui sont impliqués dans l'intervention peuvent faciliter ou peut-être atténuer l'efficacité de l'intervention relationnelle. Des résultats préliminaires qu'on vient d'obtenir, mais sur un sous-échantillon de notre projet Girafe, Girafe pour grandir en interaction avec sa famille, on montre que, par exemple, par rapport à l'intervenant, on montre que les intervenants qui ont été formés à l'intervention relationnelle et qui l'administrent, mais la relation thérapeutique, l'alliance thérapeutique qu'ils développent avec le parent est de meilleure qualité, elle est plus grande que pour les parents et les intervenants qui reçoivent les services habituels. Ça ne veut pas dire que les autres interventions ne sont pas efficaces, mais si on pense que la relation est un moteur qui permet le changement, mais je pense que ça, c'est important, puis jusqu'à maintenant, nos résultats vont dans ce sens-là. Un deuxième projet qui est en cours, le projet Prélude. On a développé ce projet-là avec le service d'évaluation des capacités parentales ici au CIUS du Centre-Sud de Montréal. Les intervenants à l'évaluation des capacités parentales vont aller recueillir toutes sortes d'informations chez les familles qui sont signalées pour maltraitance, pour orienter les services d'intervention, pour orienter les décisions de placement. Est-ce que une évaluation qui va chercher toutes sortes d'informations sur différentes sphères de vie de la famille, incluant des informations sur la relation parent-enfant, c'est la base, c'est le cœur d'une évaluation des capacités parentales et sur les stratégies d'attachement de l'enfant. Est-ce que recueillir ces informations-là, c'est pertinent pour bien prédire la trajectoire de service des enfants qui reçoivent des services de la DPJ. Donc, c'est important d'avoir des bons outils ou des bonnes lunettes pour observer la relation parent-enfant dans une évaluation des capacités parentales. Donc, on fait ce projet-là avec le service pour mieux comprendre qu'est-ce qui est associé à la trajectoire de service et aux décisions concernant le placement. Enfin, un dernier projet, qui est le projet phare, qui focus sur les perceptions des intervenants
par rapport à la sensibilité parentale, par rapport à l'attachement. Vraiment, ce projet-là a à cœur les intervenants. On veut, avec ce projet-là, améliorer l'intervention relationnelle, en particulier nos formations. Si on veut bien intervenir, améliorer ultimement le développement de l'enfant, bien, l'intervenant doit se sentir équipé pour faire ces interventions. Pour s'approprier l'intervention relationnelle, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que c'est pour lui la sensibilité, l'attachement? Donc, le projet phare a vraiment au cœur du projet l'intervenant. Et j'ai pas de résultats préliminaires encore sur ce projet-là. Il va voir le jour d'ici quelques semaines. Donc, à tous les intervenants qui nous écoutent, soyez à l'affût. Vous aurez certainement une invitation à participer au projet. Donc, je termine en vous disant que ces projets-là ne pourraient pas être réalisés, évidemment, sans le soutien de subventions de plusieurs organismes de recherche, dont ceux du CRSH, de la chaire sur l'attachement et le développement de l'enfant, mais aussi sans la participation des milieux cliniques, notamment le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, et des autres CIUS qui participent à nos projets, aussi les milieux incluant des intervenants, des organismes communautaires. J'aimerais aussi en profiter pour souligner la participation de plusieurs chercheurs d'établissements de l'IUJD qui participent à ces projets-là. Catherine Pascuzzo, chercheur associée, Sonia Elie, chercheur d'établissement, Vanessa Lecomte, chercheur d'établissement, ainsi que Sébastien Monette, chercheur clinicien d'établissement. Donc, merci à toutes ces personnes et aux intervenants aussi qui participent au projet, sans qui on ne pourrait pas faire avancer ces connaissances. Donc, merci.